très heureuse de vous retrouver pour le mois pour moi. Toute première pour le mois pour moi de cette série qui va durer sur 12 mois. En attendant, j'attends Christiane Degnaud qui me rejoint et sa venue, normalement, elle va arriver d'ici peu. Et voilà. Et voilà, le miracle de la technologie. Tout à fait. Alors, je vous présente Christiane Degnaud, que je vais certainement par moment appeler maman, et ce sera tout à fait normal puisque c'est ma mère. Eh oui. Voilà, il y aura certainement des moments où je ne l'appellerai pas Christiane, mais maman. Donc, comme ça, c'est prévenu. Et je voulais te dire quelque chose avant que les gens nous rejoignent, maman. C'est que je te remerciais infiniment pour ces épisodes que nous avons créés, le mois pour moi, parce que je sais que tu es surchargée et que c'est un vrai cadeau pour moi, justement, que tu m'offres à pouvoir échanger sur nos savoirs différents mais complémentaires. Donc voilà, je voulais d'abord te remercier pour ça et te dire combien je me réjouissais aussi de ce premier épisode, si je puis dire, du Le mois pour moi. Donc voilà, et j'espère que tu es bien installée en tout cas. Je suis en train un petit peu de rectifier l'ensemble, mais en tous les cas, je te renvoie, je dirais, le compliment parce que c'est aussi, bien sûr, que j'ai pu t'inspirer dans ce projet parce que c'est ton projet au départ et je t'en remercie parce que c'est vraiment un moyen pour moi aussi de ne pas m'endormir sur mes lauriers déjà pour commencer et puis d'être dans une activité en plus qui me plaît plus que tout, qui est vraiment très importante dans ma vie et que j'ai la chance, malgré ce au travers quoi l'une ou l'autre on a dû être confrontés, finalement amène le mieux dans notre propre progression individuelle et commune. Voilà, donc je te remercie infiniment. Je prends. Voilà. Et ça bien parce que le thème d'aujourd'hui, c'est quand les épreuves mènent à sa destinée. Et donc, c'est à travers nos propres chemins, à l'une et à l'autre, que nous allons parler de ce thème. En attendant, eh bien, j'espère que vous allez vous installer confortablement, que vous avez peut-être votre thé, votre café, votre verre d'eau ou votre chocolat chaud pour cette traversée que nous allons avoir pendant 40 à 60 minutes pour pouvoir parler de ce thème. Avant toute chose, maman, j'aimerais que tu te présentes en quelques lignes et que tu dises aussi avec quel thérapeute, avec quel patient tu travailles. Voilà. Bon, eh bien, écoute, en fait, moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire, le métier à la base, parce que j'étais très, très intéressée par tout ce qui était artistique, en fait, et je pensais plutôt faire les beaux-arts. Donc, disons que c'est une des premières contrariétés que j'ai eues dans ma vie, que j'aurais pu interpréter comme une malchance, et qui, pas à pas, m'a conduite vers cette profession qui est plus qu'une profession pour moi. Je dirais, c'est vraiment une passion, c'est vraiment un plaisir et c'est vraiment très, très, très positif dans tous les sens du terme. Quelle profession, maman? Alors, la profession, je suis donc psychopraticienne, je suis psychothérapeute analyste jungienne. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est véritablement mon mentor, Annick de Souzenel, qui nous a quittés à l'âge de 101 ans cette année. Et puis, j'ai donc exercé, et j'exerce depuis 1972, et donc ça fait déjà quelques décades. Et j'ai le plaisir d'ailleurs
à continuer bien sûr en recevant les personnes qui correspondent à ma propre évolution quelque part, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, la personne qui a besoin d'être accompagnée, elle rencontre le thérapeute qui peut en fait mieux la comprendre, parce que quelque part, les deux ont une histoire commune, que le thérapeute connaît. Et que petit à petit, moi je ne me cache pas de dire que si quelqu'un vient vers moi, c'est qu'il y a une histoire commune entre la personne qui désire ce travail avec moi et moi-même. Alors, quelle est cette personne qui Alors, vient te cette voir? personne, alors voilà, si vous voulez maintenant, c'est véritablement des personnes qui ont déjà fait une démarche personnelle, en tous les cas, qui ont déjà conscience que les épreuves qu'elles ont traversées dans la vie ne sont pas nécessairement liées à la responsabilité de papa, maman, le professeur, le copain, la copine, etc. Mais que, en fait, c'est quelque chose qui vient de notre propre vie. Donc, j'accompagne les personnes qui ont déjà cette capacité-là de compréhension. Ce n'est pas de la faute des autres, j'ai ma part dans ce qui se passe dans ma vie. Donc, je dirais, je m'occupe de personnes qui déjà, ce que je dois voir dans l'incarnation véritablement de mes patients, ce sont toutes des personnes qui ont, il faut dire, un certain niveau de conscience, ça c'est clair, c'est la base, et qui sont dans une implication de vouloir vraiment se sortir de leurs problématiques, qui ont bien compris que c'est le travail, s'il est partagé avec le thérapeute, le travail c'est elles qui le font. C'est-à-dire, si le thérapeute, dans l'entretien, exprime certains chemins, donne quelque orientation, si la personne qui fait ce travail-là continue à agir d'une manière immature, ça n'est pas intéressant. Et moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Donc, effectivement, ce sont des personnes qui sont déjà, je dirais, personnellement installées dans la vie. Alors, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans leur vie, mais je veux dire par là qu'elles sont dans la vie, elles sont conscientes de la vie et des épreuves qu'elles traversent. Les épreuves qu'elles traversent ont un sens qu'elles veulent découvrir en venant vers moi. Parce que l'épreuve que chacun de mes patients traverse, c'est une épreuve que j'ai vécue moi-même. Alors, ce n'est pas la réplique de l'épreuve, c'est du même ordre de cette épreuve, mais ce n'est pas la réplique. Et ce sont souvent des leaders. Alors, de toute façon, à partir du moment où pour la personne, émerge déjà une certaine conscience que tout ne vient pas des autres, elle devient en somme, elle devient le maître de son destin. Donc elle est leader, elle devient leader. Souvent, le premier passage, avant de s'occuper de soi, on a tendance, même en étant conscient, à projeter ça dans sa vie personnelle. Donc la personne va compenser en somme en réalisant une réussite professionnelle ou une réussite matérielle, quelque chose qui va en fait lui donner un peu de la reconnaissance qu'elle recherche et du pouvoir qu'elle recherche aussi. Et qu'elle va pouvoir s'attribuer, mais au travers de quelque chose, pas directement venant d'elle. Ça, c'est une première démarche. Donc, ce sont des personnes qui réussissent, qui ont réussi un aspect de leur vie. Mais elles se rendent compte que c'est insuffisant. Elles ont d'autres exigences. Elles réussissent soit très bien professionnellement, soit très bien matériellement, quelquefois les deux. En tous les cas, toutes les personnes que j'ai, moi, dans le travail actuellement, sont des personnes qui ont réussi un aspect de leur vie. Elles en sont plus ou moins conscientes, mais en ce qui me concerne, je vois bien qu'elles ne viennent pas pour ce travail les mains vides ou l'esprit vide. Elles ont déjà acquis une structure par elles-mêmes. Donc, ce sont des personnes qui ont déjà fait un travail, une ouverture sur leur conscience et qui s'impliquent. Oui. Parce que je ne suis pas intéressée par la maternelle et par les bébés qui cherchent à traîner
leur histoire et la responsabilité sur les autres. Mhm. Donc voilà, ce sont mes exigences, mon accompagnement, donc de personnes. Je suis là en fait pour permettre à la personne de développer l'aspect d'elle-même qu'elle a laissé dans l'ombre. Vous voyez, certainement, quelqu'un qui réussit très bien professionnellement, eh bien, sur le plan affectif, ça va être difficile, quelquefois même désastreux. De toute façon, c'est d'être impeccable dans tous les domaines de sa vie. Il y a toujours des domaines qui sont plus ou moins oubliés, si je puis dire. Et oui. En tout cas, je te remercie pour cette présentation. Je vais me présenter, même si on est sur ma page, parce que peut-être des personnes ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Céline Naissant. Je suis thérapeute et coach certifiée. Je suis formée aux neurosciences, à l'épigénétique. Je suis praticienne en PNL, en auto-hypnose également, et d'autres formations. Et les personnes que j'accompagne sont des personnes qui ont besoin de travailler sur leur estime personnelle, qui ont besoin de comprendre et de conscientiser qui elles sont, pardon. Et également, j'ai une autre clientèle que j'appelle des consultants pour ma part, qui sont des personnes qui sont confrontées à un problème de santé ou tout simplement à la maladie. Donc, à travers nos expériences, on va parler du sujet du jour qui est quand les épreuves mènent à sa destinée. Surtout, n'hésitez pas à, en commentaire, donner vos expériences de vie sur le sujet. Et si vous êtes en train de traverser une épreuve, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas non plus à nous la soumettre, parce que si vous ne savez pas pourquoi et que vous pataugez dedans, pourquoi vous êtes en train de la vivre, Christiane ou moi-même pourront vous apporter des clés pour que vous puissiez avoir une ouverture et peut-être conscientiser le pourquoi de cette épreuve. Maman, je vais te proposer de commencer par quelles sont les épreuves qui t'ont mené à ta destinée. Eh bien, les épreuves, pour moi, ont commencé très tôt, dans mon très jeune âge, sur lequel je ne m'étendrai pas, si je puis dire, mais qui a été de l'abus, de la violence, sur mon intégrité physique, on va dire. Ça a été la première épreuve, mais qui m'a conduite dans une attitude intérieure certainement, qui m'a sidérée. Et je crois que j'ai conservé cet état de sidération très longtemps. Et puis ça a coloré ma vie assez longuement. En plus, alors ensuite, dans les progressions de ma vie, l'épreuve que j'ai pu avoir, c'est en fait bah, le manque de lien familial, l'isolement, le rejet, l'exclusion. Et puis, j'ai eu une période aussi où j'ai vécu, au travers d'une expérience de ma maturité de femme, où j'ai vécu des épreuves difficiles. Mais avant ça, j'ai oublié de vous dire, une grande épreuve pour moi, c'est au moment du choix de ma carrière. Je viens d'une génération où il était habituel et normal que les enfants, après leurs études, travaillaient très vite, donnaient l'argent aux parents, et voilà. Alors, moi, ayant été élevée en pension, j'avais eu très peu de relations avec mes parents et ma famille. Et quand j'ai exprimé le fait que je voulais faire les beaux-arts, en fait, j'ai présenté mon dossier aux Beaux-Arts de Paris. Et puis, ma mère, sans que je le sache, m'a inscrite à une école qui s'appelait l'école Pigier, qui était une école de secrétariat, comptabilité, dactylo, etc. et sténo. Et donc, elle m'a engagée là-dedans. Et comme j'étais quelqu'un de très obéissant et docile, je l'ai fait le mieux possible. J'ai travaillé en 6 mois, ce qui était fait en 2 ans. Donc très vite, je me suis retrouvée à travailler à 17 ans dans un pool dactylographique. Et entre-temps, ma mère m'a dit, bah, écoute, tu sais, en fait, ton dossier avait été accepté aux Beaux-Arts. Donc ça aussi, ça a été d'une extrême violence. Hein, ça a été d'une extrême violence voilà, les abus physiques, les abus psychiques,
les abus de pouvoir. Enfin, de toute façon, c'était toujours de l'abus de pouvoir, en fait, que j'ai vécu. Hein, c'est ça. Et que à chaque fois, ça me renvoyait une image très négative de moi-même. Enfin, je passe sur un certain nombre de choses, mais disons que ça, c'est ce qui a été le plus marquant. Mais la chance que j'ai eue, c'est que à la pension, je n'étais pas tellement attirée par les récréations et j'en profitais pour ce qu'on appelait à l'époque les bibliothèques de travail. Et je suis tombée à l'âge de 9 ans sur une bibliothèque de travail de graphologie. Qu'est-ce qu'une bibliothèque de travail? Eh ben, c'était des petits fascicules qui reprenaient tout simplement différents thèmes. Des thèmes très variés, mais moi, je me suis tout de suite, la graphologie, ça m'a intéressée. Donc, j'avais 9 ans, j'ai lu ça. Et je dirais qu'à partir de 9 ans, comme j'étais une enfant très solitaire, en fait, et très introvertie, donc j'ai commencé à étudier ça, et je n'ai jamais cessé d'étudier. Une vraie passion de l'étude, même étant mariée, je prenais des cours 3 fois par semaine, vraiment de l'autre côté de Paris. Et puis, j'ai commencé à prendre des cours de toutes sortes. Et puis, je peux confirmer le fait que tu es toujours en train de prendre des cours tout le temps. Voilà, exactement. Des cours ensemble. Donc, je confirme que oui. C'est vraiment limite un rat de bibliothèque par moment. Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ma passion, les livres, c'est ma passion. Et donc, en fait, je n'ai pas cessé d'étudier la naturopathie, la sophrologie, la sexologie, la psychopédagogie, la morphologie. Enfin, j'en ai fait, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et ça m'a passionné. Tout le temps, je suis en recherche et et à chaque fois, j'expérimente quelque chose de nouveau. Donc, donc, voilà, j'ai très bien réussi professionnellement, mais pas du tout dans ce que je voulais. Mais mon caractère d'obéissance, de conscience, etc., faisait que je faisais très bien mon métier. J'ai rencontré un psychologue qui, à l'âge de 17 ans, 18 ans, m'a dit, mais tu devrais aller à Londres, apprendre l'anglais, aller en Allemagne, etc. Tu serais très bien pour… Tu as commencé à travailler sur toi quand tu avais 17, 19 ans, je n'ai pas compris. J'ai commencé à travailler sur moi quand j'ai commencé à travailler dans un pool dactylographique. Ça ne me convenait pas du tout. Ma mère venait de m'apprendre que j'avais été acceptée aux Beaux-Arts de Paris et j'étais très remontée contre elle, oui. D'autant plus qu'elle prenait elle prenait tous mes sous et que d'ailleurs, comme elle prenait tous mes sous, j'ai décidé à ma deuxième paye de l'utiliser en achetant une série de livres sur les beaux-arts, sur la musique, la peinture, j'ai toute une immense partie de ma bibliothèque que j'ai constituée à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai eu la bonne idée de faire un test chez un psychologue qui était dans les environs, puisque je travaillais dans le quartier de la gare Saint-Lazare à ce moment-là. Et quand il m'a reçu, bien sûr, le coefficient intellectuel, il me dit, bon, non, il faut pars en Angleterre, tu apprends l'anglais, pars en Espagne, apprends l'espagnol, pars en Allemagne, apprends les langues, tu es très doué, vas-y. J'en suis restée à l'Angleterre, où c'est vraiment un immense souvenir, parce que c'était la période des Beatles, etc., Edmund Friedman. Bon, j'ai fait du théâtre à ce moment-là, parce que j'ai été remarquée, pour X raisons. Et puis, je me suis mariée en revenant d'Angleterre. Et là, j'ai continué mes études, j'ai continué à étudier. Alors, j'ai commencé le yoga, et puis j'ai commencé d'autres études, en fait. J'ai fait autre chose. Oui. Et je n'ai pas cessé de faire des études, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Et je continue, comme tu peux le dire, Céline. Voilà. Et donc, et puis, je réussissais très bien matériellement. Il n'y avait pas de problème. Je réussissais tellement bien que j'ai un de mes derniers patrons qui m'a dit, mais si ça continue comme ça, vous allez prendre ma place. Ben, je dis non, parce que je vais partir. Enfin, voilà. Je n'ai pas dit comme ça, mais bon, c'est exactement ce que j'ai fait en réalité. Et puis j'ai quitté. Dire comme ça oui, aussi. Hein. J'ai pu le dire comme ça aussi, oui, oui. Parce que un des traits de caractère, c'est d'être franche au moins. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Très, oui.
Et donc là, à partir de là, et de toutes les études que j'avais faites, au cours de ces études, j'avais travaillé pour un institut de psychologie privée et j'ai une des psychanalystes qui m'a donné le livre d'Annick de Souzenel. Et à partir de là, j'ai rien compris de son bouquin. C'était très abrupt pour moi. C'était de l'art de vie au schéma corporel. Et puis, après certaines expériences de vie, la naissance de ma fille, Céline, en 1976. Pardon, maman, ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà toutes les épreuves que tu as Ouais. vécues te doucement Ah vers. oui, et puis je vois que j'ai raté des périodes, si tu veux, parce qu'avant 76, il y a eu 70 et 72, tu vois, quand même, qui ont été quand même très déterminantes, parce qu'à partir, le Centre international de musicothérapie, qui avait été ouvert par Jacques Jost dans le 15e arrondissement, j'ai suivi la formation de musicothérapeute. Je n'ai jamais vraiment utilisé un instrument, mais j'ai toujours été passionnée par la musique et c'était pour être non pas musicienne, mais thérapeute. Il y avait à la fois dans ce centre de musicothérapie des vrais musiciens, dans le sens qui pratiquaient la musique, et puis des gens comme moi, qui étaient beaucoup plus rares, mais qui voulaient, dans le cadre de la thérapie, parce que déjà j'étais intéressée par ça, dans le cadre de la thérapie, introduire la musique. Et donc là, j'ai commencé, et j'ai commencé le directeur, qui était un ancien ingénieur du son à France Télévisions, j'ai commencé, il m'a demandé de donner des cours aux musiciens, des cours de psychologie aux musiciens. Et voilà que ce qui est intéressant, là, je reviens à mon présent, c'est qu'au travers d'un vécu très, très douloureux et de ce que traverse ma fille, nous sommes retrouvés à la Pitié-Salpêtrière. C'est le lieu qui a reconnu et commencé à travailler avec le centre de musicothérapie. Mais ce qui est incroyable avec ce qu'on va découvrir là dans nos échanges, c'est que en fait, c'est comme s'il y avait une boucle de vie qui s'est faite entre toi, tes épreuves, mes propres épreuves, et ce qui va se dérouler maintenant, dans l'ici. C'est quelque chose qui venait à moi hier soir, c'est que avec tes épreuves qui t'ont mené à la psychothérapie, qui m'ont nourri, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir 2 parents psy, même si vous avez été dans 2 écoles très différentes, avec des façons de voir très différentes, et que moi j'étais attirée, mais en même temps il y avait quelque chose qui me manquait. C'est pour ça que l'épigénétique et les neurosciences ont vraiment été pour moi, comment dirais-je, une révélation, dans le sens que tout ne faisait pas sens pour moi, la psychologie, mais les neurosciences, ça a été vraiment mon explosion intérieure, quoi. Ça a été vraiment une radicalité pour moi. Tout ça pour te dire, c'est que je suis en train de me dire que ces épreuves-là, qui nous mènent chacune à des formations complémentaires, moi, me projeter sur quelque chose qui est de l'ordre de ma souffrance à travers une formation que j'ai montée. Oui. Et c'est ça qui est épatant. Tu as été embranché avec la musicothérapie qui a été mis en avant par la Pitié-Salpêtrière. Je me retrouve malheureusement, moi, par ma santé à la Pitié-Salpêtrière. J'ai eu un de mes formateurs qui est un neuroscientifique qui vient de la Pitié-Salpêtrière. On ne pouvait pas y échapper. Hein. Non. Et la Salpêtrière qui est ouverte me dit, n'hésitez pas à me dire ce que vous faites pour qu'on puisse le partager à des patients à qui ça ferait sens, alors qu'ils ont une batterie de thérapeutes extraordinaires, mais ils sont ouverts à tout. Oui. Et tout ce que je vis me mène maintenant à me dire que, alors c'est pas vraiment une formation, ça va être un groupe de travail que je vais monter là dans
dans pas longtemps, vers le printemps, en fait, c'est comme si tout faisait un lien à, pour me projeter à quelque chose. Comme si tu avais été, c'est comme la fusée. Tu as été le corps de la fusée pour me projeter, pour projeter. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est comme si. Et pour me dépasser. Et c'est ça qui est formidable. Et pour me dépasser. Ouais. Et c'est ça. Et vraiment, hier, tout d'un coup, je me disais, je réfléchissais donc à notre premier échange là. Et je me disais, c'est incroyable. Entre tes épreuves qui t'ont mené à une formation qui est passionnante, extraordinaire pour les sciences humaines, qui, moi, me projette sur d'autres sciences humaines, qui, tout d'un coup, quand on échange, on se dit, l'un ne peut pas faire sans l'autre, en fait. Ouais. Et qu'à travers ma santé, je suis obligée d'être confrontée à d'autres sciences humaines qui sont la médecine pure. Oui. Et ben, je me dis, en fait, ça sert à quelque chose. Oui, oui, ça donne du sens à la vie. Ça donne vraiment un sens à la vie. C'est-à-dire, il y a comme un déroulement, un fil conducteur que l'on ne voit pas au départ, parce que au départ, on reste fixé à peut-être un désir qui est pas tant celui de se réaliser au travers d'une vocation, parce que pour moi, je parle d'une vocation. En fait, le fait de vouloir faire les beaux-arts, c'était la suite logique de ce que j'avais vécu en pension, parce que j'ai eu la chance, en étant placée par la DAS, d'être placée dans une pension vraiment modèle, et que dans cette pension, j'ai pu faire de la céramique, j'ai pu faire de l'imprimerie, j'ai pu faire de la peinture, j'ai pu faire tous les arts que je voulais pratiquer, et il y avait plein d'autres. Ce qui est intéressant, il n'y avait pas que ça qui était proposé. Il y avait un atelier de tapisserie que j'ai jamais fait. Il y avait un atelier de musique à proprement parler avec des instruments que j'ai pas fait. Alors qu'il y avait le théâtre que j'ai fait, la peinture que j'ai fait, la céramique, la sculpture, l'imprimerie, même l'imprimerie. Alors qu'il y avait plein d'autres possibilités. Et en fait, on aurait pu penser que le choix de mon métier des beaux-arts, c'était la suite normale. Oui. Des enseignements que j'avais reçus, mais je pense qu'en fait, ce que moi, la petite fille, le bébé Christiane, j'ai pas entendu, autre chose à exprimer en fait. Il y a un appel à ce moment-là. C'est le bébé Christiane, pardon. Elle avait quelque chose à exprimer de plus profond. Ce que j'avais vécu depuis la petite enfance était plus fort, malgré tout, que tout ce qui m'avait été donné grâce à cette pension. Et que c'est ça, c'est-à-dire il y avait devenir être céramiste par exemple, c'était l'accomplissement logique de mes études, de ce qui me faisait plaisir. En fait, le déroulement de ma vie et les épreuves successives de ma vie que j'ai transformées, j'ai cette capacité-là de transformer, mais tout le monde l'a d'ailleurs, hein, de transformer le négatif en positif, en fait, m'a amené à la vraie source de la vocation que j'avais. Ouais. Et je me dis, alors, je ne sais pas quelle est la réalité de la vie, mais par rapport à ce que l'on vit en tant que mère et fille, c'est comme s'il y avait une suite logique qui se déroulait à travers. Parce que alors, est-ce que c'est déjà déterminé ou pas? Tu sais, c'est l'échange qu'on a eu hier soir où je t'ai dit comment ça a été violent pour moi de le découvrir et de l'admettre, et à quel point je pouvais découvrir qu'en te le disant, ça pouvait être violent pour toi. Je me disais, la pire chose qui puisse arriver à une mère, c'est de perdre son enfant. Ouais. Ou de perdre son enfant, je veux dire, d'avoir une maladie grave ou quelque chose c'est la pire chose. Alors, je ne me le répétais pas comme un mantra, mais c'était bien enraciné en moi, à tel point que lorsque j'avais des échanges avec des personnes
pour X raisons, je leur disais vraiment, pour moi, le plus impactant, le plus destructeur pour moi, le plus violent pour moi, c'est pour une mère de perdre son enfant. Voilà que je dirais que la vie, moi, ça m'amène à ce que je vis avec toi et ce que l'on vit. Ouais. Et c'est ce que je te disais, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup créé ce que je craignais. Ouais. Et c'est ce qui fait appel au fait que Thanatos est plus fort qu'Eros. On dit que l'amour est plus fort que tout, c'est faux. L'amour n'est pas plus fort que tout. L'amour est un choix conscient. C'est tellement juste. Ouais. En fait, Thanatos, c'est une pente savonneuse délicieusement facile à prendre. Ouais. C'est la facilité. C'est la facilité. Ouais. Et on peut voir, quand on l'a vécu à travers le 11 septembre, on se souvient exactement où on était et qu'est-ce qu'on faisait au moment où on a appris l'horreur des avions qui sont posés dans le World Trade Center. Ouais. Eh oui. C'est tellement plus facile d'être happé par les angoisses, par le stress, que par des choses belles. Les choses belles, c'est pas excitant. Et on le voit d'ailleurs en neurosciences et en épigénétique, c'est que les hormones du stress, il y en a plusieurs, mais enfin bon bref, créent un bain, si je puis dire, addictif. Tout à fait. Et souvent, je dis à mes consultants, c'est un choix dans le sens que quand on est dans nos petites pensées ruminantes, dans notre mental qui nous dit tout le temps des choses négatives, eh bien, c'est un choix de changer nos pensées. Mais c'est violent parce que ce cocktail, en fait, c'est comme si on nous servait un cocktail absolument atroce, mais avec de la vodka, du jus d'orange de chez une sous-marque dans un verre en plastique. C'est plus addictif que de prendre un délicieux cocktail de fruits pressés dans un verre en cristal. Ah oui. Alors, je pense que il était prévu aussi que tu te présentes, toi, comme tu m'as demandé de me présenter sur le plan de ma formation. Ah, tu l'as fait. Ah oui. Alors, je pensais que tu n'avais pas dit. Là, tu vois, j'ai dû avoir un moment. Ça, c'est encore une de mes caractéristiques. Hein. Mais non, mais c'est le premier stress du premier. C'est ça. Voilà. Celui-là, je dis, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, d'accord. Par contre, moi, j'ai oublié de te faire tirer les cartes, mais on va le faire à la fin pour voir quelle est, on va dire, la conclusion de la chose. D'accord. Mais en effet, je voudrais que tu puisses, toi, parler, parce que tu disais, en effet, c'est tellement juste que l'amour soit un choix, plus que de se laisser glisser par la négativité, on va dire. Comment toi, d'un point de vue psychologique, tu abordes la chose? C'est-à-dire, c'est très freudien, c'est la pulsion de vie et la pulsion de mort. Oui, mais comment Jung, lui, le perçoit? Parce que lui, c'est assez spirituel que Freud n'a pas. Ah oui, il a une dimension totalement différente, comme a pu l'avoir Annick de Souzenel, qui est mon mentor. Et donc, oui, mais je dirais quelque part, l'analyse jungienne ne part pas des mêmes schémas. Il est beaucoup plus sur la dimension intérieure, psychologique d'emblée, je dirais. Freud était plus quelque part ramené dans son histoire aussi. Il faut l'associer à l'époque dans laquelle lui, il vivait et à sa propre problématique. Quels étaient les problèmes de l'époque qui étaient très liés au physique, au sexuel. Donc, il avait à juste titre travaillé dans ce domaine. Moi, je n'exclus pas du tout. Au contraire, il y a des aspects pour moi de l'apport freudien qui me semblent essentiels et que j'utilise. C'est vraiment une base. C'est une base de compréhension. Mais c'est une base de compréhension par rapport à un monde, et peut-être à un monde qui a beaucoup évolué, et dont j'attribue une grande part de l'évolution à Jung.
parce que je pense que tout ce qui sort actuellement depuis même plusieurs décades, vraiment est en lien avec l'apport de Jung, où lui, il a beaucoup plus vu la dimension de l'intégrité personnelle, mais au travers du cœur, au travers de l'affectif, au travers de l'émotionnel. Et il a été cet intermédiaire entre, si je puis dire, entre le physique, le plan physique et le plan cosmique. Alors on peut dire cosmique, spirituel, divin. Bon, divin. Donc Jung, il appelle ça le soi, le divin en soi. Donc il a toute une dimension qui fait qu'il est sorti un peu, je dirais même beaucoup, parce qu'il s'est beaucoup rapproché des traditions orientales. Donc, c'était très important pour lui. Il a ouvert toute cette capacité de s'ouvrir à l'apport oriental. Alors que je pense que Freud, il était beaucoup plus associé au monde occidental. Voilà. Enfin, là, tu vois, je viens de le dire là, en parlant. Donc, Jung, vraiment, pour moi, c'est le précurseur de l'épigénétique, c'est le précurseur de tout ce monde, de la médecine quantique aussi, de l'approche quantique, parce que, bon, il a été très loin, mais il est parti vraiment, on le voit bien par rapport aux fonctions, aux caractéristiques des tempéraments des personnes, comment il a posé des bases comme ça de compréhension de la personne, mais par rapport à l'être, plus par rapport, comme je disais, plus par un plan affectif, relationnel. Alors, bon, ça ne retire rien à ce que Freud a amené, qui est une base. Pour moi, c'est vraiment la base. Après, bon, pour moi, c'est avec Jung, tout le développement s'est fait avec Jung. On pourrait dire que Freud, c'est les épreuves et que Jung, c'est la destinée, on va dire. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, parce que Freud, il est très connecté au monde qu'il vivait. Il ne faut pas oublier, c'est intéressant de lire la vie de ces gens-là. Ah bah oui. Hein, parce que je veux dire, Freud, c'est quand même intéressant. Il vivait, il partageait l'appartement avec sa femme, évidemment, mais aussi avec la sœur de sa femme. Et la chambre de la sœur de sa femme était à côté de leur chambre. Donc c'était... Alors il a bien parlé de l'inceste, de ce qui était incestueux. Enfin, c'est quand même intéressant. Ouais. Voilà. Ça nous dit un peu du sujet, Mamoun. Oui, ça c'est d'accord. Alors ramène-moi dans ce que je dois exprimer. On parlait justement de l'amour et de Eros et Thanatos. Ah oui, d'accord. La force de Thanatos par rapport à Eros. Oui. Et comment, à un moment, par la conscience, eh bien, on peut tout d'un coup se dire, on va faire de ces épreuves quelque chose qui va créer notre propre destinée. Et ça peut être très conscient ou inconscient. Moi, je me rends compte seulement maintenant comment tout mon chemin de vie qui a été vécu très douloureusement pour moi, parce que je ne savais pas ce que je faisais sur cette terre, parce que je ne comprenais pas le monde dans lequel j'étais, l'humanité dans laquelle je me trouvais me paraissait complètement ahurissant, que je ne savais pas ce que je voulais faire et que je faisais tout et que je faisais rien en même temps parce que tout m'intéressait, mais rien ne me passionnait. Et que j'ai fait aussi des études artistiques. Comme toi, j'ai fait du journalisme qui m'a cadré quand même beaucoup et que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais besoin de transmettre. Tout en faisant... Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je te demandais, à toi aussi, tu as commencé à 19 ans les études, enfin, pas les études, le travail psychanalytique, parce que moi aussi, à 19 ans, j'ai commencé le travail avec ma psy. Oui. C'est un point commun qui nous relie, ça aussi. Oui. Enfin, moi, c'est pas vraiment... Mais c'est dans ces âges-là, en fait. Hein. C'est plutôt 20 ans. C'était plutôt 20 ans, en fait.
C'était plutôt 20 ans, même un peu plus tard, 21 ans. En fait, j'avais surtout évolué grâce aux lectures que je faisais. Hmm. En fait, j'ai commencé plus un travail psychanalytique quand je me suis mariée, à 22 ans. Enfin bon, Et à peu près voilà. Oui, dans les oui, mêmes. oui, d'accord. Et en fait, tout ce chemin qui faisait que je ne savais pas dans quel état gérer, tout simplement, Oui. fait qu'aujourd'hui, à travers ma propre souffrance et à travers les études que j'ai prises, moi, toujours en parallèle de mes professions successives en épigénétique, neurosciences et puis vraiment toutes ces choses passionnantes, parce que comme Obélix, moi, je suis tombée dedans. Ah oui. Et ça m'a toujours passionnée. Et je voyais aussi que j'étais passionnée par tout ce qui était sciences humaines, mais en même temps, ça me brûlait un peu les ailes. Enfin bon, bref. Ouais. Je vois qu'aujourd'hui, même si je suis de nouveau confrontée à une récidive de cancer, j'ai l'impression que ça en devient ma destinée, dans le sens que ce que je connaissais intellectuellement, ce que je pouvais transmettre et ce qui m'a soutenu pour mon premier cancer, qui m'a largement aidé puisque j'avais ce savoir-là, c'est comme si on me demandait d'aller plus loin. Alors je dis on. C'est comme si, on va dire, ma conscience, ma destinée me demandait d'aller plus loin. Et, et vraiment, je reviens sur le fait que aujourd'hui, confrontée à cette récidive, eh bien, dans quelque temps, je vais monter un groupe pour travailler justement en profondeur sur la santé. Mhm. Et c'est ma plus grande épreuve, ce qui me touche. Mhm. Parce que c'est très violent. Mais en même temps, c'est un cadeau. Mhm. Donc, dites-vous que chaque épreuve que vous vivez, même si c'est inimaginable, insurmontable, enfin, tout ce que vous pensez, voyez quel est le cadeau que ça peut vous apporter. Mhm. Qu'est-ce que tu me disais, maman, d'un diamant? Il est entouré d'un... Ah ben oui, ouais. Oui, pour vraiment bénéficier de toute la puissance d'un diamant, il faut déjà l'extraire de la terre, Oui. de son Mm. socle. Il faut le délivrer de l'état minéral. Oui. Donc, on peut parler des différents règnes d'ailleurs. Mm-mm. L'état minéral, c'est le plus incrusté, le plus relié à, tout, à tous les schémas, à tous les schémas humains de la Terre. Et quand on extrait ce diamant, ben, il faut déjà le nettoyer. Mm-mm. Le nettoyer pour voir quelle forme il a, quelle forme il peut prendre. Et c'est ensuite, individuellement, que l'on peut décider de sa forme et du temps qu'on va mettre à le tailler, à le perfectionner. Oui. Et c'est le travail d'une vie. C'est le Exactement. travail d'une vie. Et on peut le tailler dans la souffrance. Et au départ, oui. Parce que malheureusement ou heureusement, je pense que l'être humain euh, agit quand il est justement à sa limite de perdre la vie, Oui. ou en tous les cas d'avoir une souffrance suffisamment intolérable pour avoir envie que ça change et pouvoir basculer sur Eros. Oui. Thanatos, Thanatos, c'est une attitude de, de facilité, je vais dire. Ah oui, c'est très C'est facile. tellement facile de partir. Mm. Moi, je veux dire que en période de Covid ou pendant pratiquement un mois, je ne me souviens de rien, mais j'ai vécu tellement de choses sur le plan projection dans le cosmos. Oui, parce qu'il faut expliquer que toi, tu as été confronté au Covid long, dans le sens Oui. où tu as été hospitalisé. Ah oui, hospitalisé pendant 2 mois en fait. Un mois à l'hôpital et un mois en rééducation.
Mais en tous les cas, là, j'ai eu la manifestation qu'effectivement, le monde qui m'était proposé dans ce que je projetais dans l'inconscient, parce que je n'étais pas consciente du tout, c'était une dimension cosmique. Ça dépassait l'humain et que l'humain, finalement, ce n'est qu'un passage. C'est vraiment qu'un premier plan, en fait. Oui, je pense que en fait, on ne meurt pas. C'est un de mes professeurs qui disait éteignez la télévision, TF1 existe toujours, France 2 existe toujours. Il y a juste la télé qui est éteinte. Oui. Oui. Donc, bon, écoute, là, franchement, Eros et Thanatos, c'est vrai que pour vivre Eros, ça demande de la conscience et un effort, en fait. Aimer, être aimé, on pourrait dire que être aimé, c'est facile, mais c'est aimer qui est difficile. Mais surtout, ce qui est d'abord, c'est de s'aimer soi-même, en fait. Je vais dire, en fait, c'est pas tant aimer qui est difficile, c'est de s'aimer. Et en fait, aimer sans s'aimer, c'est pas aimer. Voilà. Et c'est ça bien plus difficile que de plonger dans Thanatos. Et en fait, et en même temps, on est obligé de plonger dans Thanatos. Absolument. Exactement. C'est vraiment un équilibre. On ne devient pas lumineux en étant dans la lumière, on devient lumineux en confrontant nos ombres. Oui, exactement. En relation avec nos ombres. Oui, exactement. Bon. On va peut-être terminer sur ce thème-là. Et comme j'ai oublié de te demander de tirer les cartes pour donner le thème, le tempo, je dirais, de la rencontre, de cette première rencontre, j'ai envie de te proposer de tirer les cartes pour l'énergie ou le travail que vous pouvez faire pendant le temps là qui va s'écouler pour notre prochaine rencontre. Oui, alors aussi, avant de le faire, j'aimerais que tu précises que tu avais proposé que les personnes qui voulaient soumettre. Ah oui, pardon. Oui, alors ça, ce sera à la fin. C'est que le prochain thème sera abordé mercredi 5 février, puisque nous nous rencontrons tous les premiers mercredis de chaque mois. Donc le prochain rendez-vous sera mercredi 5 février et le thème sera la somatisation. Si vous avez quelque chose que vous souhaitez développer ou qui vous questionne, n'hésitez pas à nous le soumettre, que cela soit en MP sur l'Instagram de ma mère Christiane Degnaud ou sur mon Instagram ou encore sous la vidéo. Et si le thème fait sens pour nous, nous le traiterons à la place de la somatisation ou nous le traiterons plus tard lors d'un prochain rendez-vous. Voilà. Alors là, pendant ce temps-là, j'étais en train de battre les cartes pour tirer une carte. Alors, quel thème c'est? Quel jeu? Alors, c'est le tarot des rêves de Gaïa. D'accord. Tu peux nous montrer le visuel, s'il te plaît? On le voit? Oui. Très beau. Voilà. Donc, je vais tirer une carte. Ah! Le destin. Ah! Eh bien, c'est une belle conclusion. Exactement. Alors, vous voulez que je vous lise un petit peu sur le destin? Alors, ce qui est formidable avec ce tarot-là, c'est que c'est un tarot de l'ici et du maintenant. C'est quelque chose qui traite vraiment l'ici et maintenant, donc c'est passionnant. Alors, le destin. Alors, 117. Alors, le destin. Alors, les mots-clés, c'est le destin personnel, le destin universel, la recherche de réponses, le but et la quête. Vous voyez, on a vraiment évoqué aujourd'hui le destin personnel. Et la quête. Et la quête et universelle également. Et oui. Je trouve
vraiment, c'est vraiment tout ce qui a été abordé là pendant ces 50 minutes. Alors, les phrases clés. Votre destin est de devenir un être complet et connecté. Votre destin est de mener une vie qui ait du sens et un but. C'est incroyable. Regardez en vous-même pour explorer votre cœur et votre esprit. Et ça, c'est très jungien. Découvrez vos dons et vos talents. C'est incroyable. Le sentiment d'un but et de confiance en soi. Une guérison des lignées ancestrales peut être nécessaire. C'est incroyable, c'est exactement tout ce dont on a parlé. Incroyable. Brisez la chaîne. Rappelez-vous vos rêves. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Parfois, le destin le plus important reste caché. Ça, c'est énorme. Votre destin peut un peu influencer les générations à venir. On en a parlé. Triompher des épreuves et des obstacles. Bon, je ne vais pas en dire plus, Céline. Je trouve que c'est parfait. Chacun peut y trouver... Oui. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire avec ce tarot qui est vraiment dans l'ici et maintenant, il révèle vraiment ce qui est. Et là, ce qui est à réfléchir pour vous qui nous avez écoutés là pendant ce temps. Donc, conscientiser comment les épreuves peuvent façonner votre diamant intérieur et comment ça peut vous aligner sur votre destinée et comment même à travers des générations, que ce soit par rapport à vos parents, comment eux ont été la fusée et comment vous, vous êtes la tête de la fusée. C'est ça. Pour propulser. C'est génial ton image. Voilà. Écoute, j'étais ravie de cette première rencontre. J'espère que cela vous aura également plu. On se donne rendez-vous mercredi 5 février pour notre rendez-vous mensuel du Le Mois pour moi. Et pour toi. Et pour nous. Et pour nous. Je vous embrasse et à très bientôt pour la suite du Le Mois pour moi. Ciao. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir.